Bonjour tout le monde, bienvenue. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la Coxida. J'utilise le pronom elle et les accords féminins. Bienvenue à ce webinaire sur l'atelier webinaire sur les autotests du VIH, un peu un an plus tard, après le financement du fédéral et la distribution plus largement des autotests. La rencontre d'aujourd'hui est une collaboration avec Katie. Donc, ça va être ma collègue éloignée de Katie, Zoé, qui va animer le reste de la rencontre d'aujourd'hui. Juste avant de lui laisser la parole, juste reconnaître que la Coxida est située sur les territoires non cédés de la nation Kanien'kehá:ka à Tiohtià:ke, aussi connue sous les noms de Montréal. Et la Coxida, ben, on regroupe 36 organismes communautaires VIH à travers le Québec, des organismes communautaires autonomes qui font autant de la prévention que du soutien dans le milieu du VIH. J'en dirai pas plus. On a un horaire très chargé et très intéressant aujourd'hui. Donc, Zoé, je vais te laisser la parole. Merci. Juste pour dire que c'était vraiment un plaisir de travailler en partenariat avec la Coxida pour ce webinaire. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire intitulé Autotest VIH en pratique. Je m'appelle Zoé Bordelot-Casse, j'utilise les pronoms elle et les accords féminins. Je suis formatrice en santé chez Cathy et je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, nous aimerions souligner que l'auditoire ainsi que les présentateurs et les présentatrices de ce webinaire se situent partout au Canada et dans différents territoires sur les terres et territoires traditionnels. Nous tenons à reconnaître que nous travaillons sur ces terres et à remercier les peuples autochtones qui ont en pris soin et qui continuent d'y vivre aujourd'hui. Personnellement, je suis basée sur les territoires traditionnels non cédés de la nation algonquin à Ottawa, où je suis heureuse et reconnaissante d'y vivre et d'y travailler. Alors, merci vraiment d'avoir nous rejoindre aujourd'hui. Il y a plus qu'un an maintenant, comme Martine a souligné, en août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 8 000 de dollars pour l'achat et la distribution de trousses d'autotests du VIH qui se fera par l'entremise d'organismes communautaires. Ces trousses sont une option qui présente peu d'obstacles et qui favorise le recours au dépistage du VIH chez les personnes qui n'y auraient pas accès autrement. Cet atelier fait partie d'une série destinée aux organismes communautaires qui distribuent les trousses d'autotest du VIH et qui appuient les personnes qui les utilisent. Cet atelier vous fournira un aperçu de la distribution des trousses d'autotest du VIH par de nombreux organismes, de l'appui aux conversations avant, pendant et après un autotest et de la manière de mettre en pratique vos apprentissages. Une version en anglais de Cathy de cet atelier a été présentée en mai 2023. Alors, pour notre discussion aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'accueillir de fantastiques conférenciers et conférencières. Alors, on est accompagné de Eva Hovington, père aidante chez Spectre-Rue, Luc Edgar Douillon, coordinateur de la prévention chez Gavi, Sandra Wesley, directrice générale chez Stella, et Gilles O'Connor, agent de projet Autotest VIH chez Réseau. Alors, merci vraiment pour votre participation de ce webinaire. J'ai vraiment hâte d'entendre de vous. Alors, sans plus attendre, nous allons maintenant entendre des prestataires de services qui vont nous parler de leur programme, leurs approches et comment ils effectuent le dépistage au sein des populations qu'ils ou elles servent. Alors, je commencerai. Bienvenue, Eva, Gilles, Lekelgar et Sandra. Euh, on va commencer juste par la question. La première question, c'est comment effectuez-vous la distribution d'autotests au sein de votre organisme? Et je commencerai en premier avec Jules. C'est ça, dans le fond, moi, mon rôle à réseau est principalement sur les autotests. On a quatre moyens de distribuer, soit au bureau. Toute personne peut se présenter au bureau entre 10 heures du matin à 17 heures l'après-midi, en soirée, puis soit simplement récupérer ou le réaliser sur place. On a toujours des intervenants. C'est très rare qu'on n'ait pas d'intervenants disponibles pour prendre un moment puis un local privé pour réaliser l'autotest. Évidemment, c'est la personne qui manipule l'autotest. Nous, on n'y touche pas, mais on peut guider puis surtout faire le avant-après puis tout ce qui est suivi psychologique. Sinon, on a des activités réseau dans des événements festifs. On a
dans des kiosques, des présentations dans les universités, dans les écoles, dans les clubs aussi, tu sais, dans les milieux festifs. Donc là, les personnes souvent vont en prendre puis les déposer au vestiaire, puis pouvoir les mettre dans la pharmacie à la maison, puis les utiliser à leur guise. Sinon, cet été, on avait un projet qui s'appelait La Zone Rose. C'est une mini-clinique de dépistage et de sensibilisation santé sexuelle, santé globale, où on en a distribué environ 500. Puis sinon, on a un événement qui s'appelle le Blitz Autotest, où là, c'est toute l'équipe. On fait une grosse tournée, on est 10-15, puis on va dans les bars, dans les dans les bars du village. Puis là, on en distribue à toutes les personnes intéressées. On a des chandails de couleurs. Puis on parle de l'autotest, puis on fait comme un gros blitz de promotion avec l'accord des bars avec qui on collabore depuis des années. Voilà. Merci, Gilles. Et la prochaine, ça va être Sandra. Comment vous effectuez-vous la distribution des autotests? Donc, on voit que c'est un contexte pour nous chez les femmes, chez les travailleuses du sexe qui va être très différent de ce qu'on vient d'entendre chez Réseau. Donc, nous, on fait pas de blitz, on fait pas de démarche trop active pour aller promouvoir l'autotest. On va plutôt vraiment y aller avec une approche sans pression, de le rendre disponible, de laisser savoir qu'il existe, d'être ouverte aux questions. Donc, on va le laisser dans le bureau quand les gens viennent chercher des condoms, mais il y a des autotests sur la table aussi. Ça peut mener à des questions. Quand quelqu'un nous parle de dépistage, on va mentionner qu'on a des autotests et voir si la personne, ça l'accroche, qu'elle a envie de parler ou non. Mais on fait très attention de ne pas lancer un message pour l'instant à notre communauté qu'on promouvoit l'autotest de VIH comme méthode parce que, évidemment, c'est des considérations très différentes dans notre communauté. Et puis, donc, nous, on fait du travail dans notre local. Donc, c'est plus facile quand les gens viennent dans notre local d'avoir des conversations plus longues sur le sujet. Mais on va aussi avoir des autotests dans les sacs à dos en travail de rue un peu moins parce que c'est assez rare vraiment que quelqu'un sur la rue ou dans un endroit très précaire va demander un autotest, mais dans des endroits comme des salons de massage, des endroits à l'intérieur de l'industrie du sexe, eh bien, c'est une opportunité parfois d'en sortir un, de montrer, d'expliquer qu'est-ce que c'est sans nécessairement le donner, mais on voit que c'est un des outils qu'on utilise, mais il faut y aller vraiment en douceur pour que la communauté apprenne qu'est-ce que c'est. Puis on se base beaucoup aussi sur qu'est-ce qu'on a vécu avec la naloxone quand on l'a introduit dans la communauté aussi. Le fait de prendre son temps puis de laisser les gens avoir les questions, avoir des réponses aux questions, réfléchir à l'impact de ça dans leur pratique en tant que travailleuse du sexe. C'est là qu'on voit qu'une fois que ça démarre en plus grand nombre, que c'est plus efficace comme intervention. Merci, Sandra. Et je vais passer la parole à Luc Edgar. Alors, comment effectuez-vous la distribution des autotests? Donc, la distribution des autotests se fait dans le local de Gavi, en premier lieu, et puis quand même pour les personnes qui viennent chercher les autotests ou bien les personnes qui viennent chercher les condoms aussi, on leur dit aussi que voici un autre produit qui existe pour ceux qui veulent faire des tests eux-mêmes à la maison, seuls. Ensuite, étant donné que le produit n'est pas connu, nous allons vers la communauté maintenant. Vers la communauté, nous allons dans des salons de coiffure pour hommes et femmes, OK, et que fréquentent les membres de nos communautés clés. OK. Donc là, on installe le, le, euh, le kakemono I égale I, I égale I, et puis on met aussi une affiche concernant le autotest. Donc c'est lié. On dit que, donc c'est juste pour dire que, est-ce que vous savez que d'ici 2030, on peut mettre fin à la pandémie du VIH-Sida? Donc c'est ça, mais il faut faire les tests, là. Et puis voici les tests qui existent, et puis vous pouvez le faire à la maison. Donc c'est vous qui allez le faire, et puis ouais, et puis c'est accepté. On le fait aussi dans les casse-croûtes, et puis pendant que les personnes attendent pour se faire servir, et puis on présente le produit, ils répondent au petit questionnaire de cette question, et puis ça se fait assez bien. Et puis aussi, on le fait aussi dans des organismes communautaires, pour nous voir arrivant dans des organismes communautaires pour, euh, euh, pour des jeunes, et puis on la distribue aussi dans une force santé, de la force santé organisée par la Fondation des médecins canadiens haïtiens et à Montréal. Bon, en été, on évite de le faire parce que vu la température,
on ne peut pas le distribuer dans les événements rassembleurs vu la température, parce que ça ne doit pas dépasser 30 degrés pour assurer la qualité du produit. En gros, c'est ça. Donc, partout où nous allons, nous faisons la promotion quand même, nous présentons le produit parce que le produit n'est pas connu. Il n'est pas connu des intervenus et des intervenants. Il n'est pas connu du public, du grand public. Merci, les Grégoire. Et maintenant, on passe la parole à Eva. Oui, dans le fond, nous, on avait commencé à le distribuer. C'était seulement les équipes de proximité qui le distribuaient dans la rue, en fait. On l'avait dans notre sac, puis on s'en servait un peu comme d'un levier d'intervention, parce que des fois, quand tu croises du monde sur la rue, c'est pas vraiment comme facile de parler de VIH comme ça, tout bonnement dans une conversation, si c'est pas comme déjà amené. Fait que ça me donnait vraiment comme quelque chose de concret pour ouvrir la conversation. Euh, puis là, finalement, le mot s'est passé, qu'on avait ça disponible. Fait que les gens ont commencé à venir au site fixe, puis au SCS, en fait, puis de demander des autotests. Fait qu'au début, ce qu'on faisait, c'est que quelqu'un, une des intervenants du SCS venait chercher quelqu'un de l'équipe proxy pour qu'on puisse après comme, expliquer comment ça se passait, comment le faire, etc. Mais on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement viable parce que des fois, on est tous dans la rue, puis il y a comme personne qui est là pour le faire. Fait qu'on a fini par on va dire, former les intervenants du SCS et site fixe pour qu'ils puissent eux-mêmes en distribuer de ce côté-là. Fait qu'on on l'a fait un peu en deux étapes, en fait. On commençait vraiment en outreach, puis après, ça s'est distribué plus globalement dans les autres équipes de Spec2. Ça ressemble à ça. Super. Alors, ça, maintenant, on aimerait parler des communautés que vous desservez, mais surtout, comment sont reçus les autotests par les communautés que vous desservez. Et si vous avez parlé un peu des communautés aussi. Alors, je commencerai avec... je vais commencer une fois avec Eva encore. Ouais. Tant qu'à y être. Bon, c'est ça, dans le fond, nous, on a eu une réaction vraiment positive, en fait. Les gens étaient comme super contents que ça existe. Puis il y a eu beaucoup de bouche à oreille, en fait. Il y a eu beaucoup de gens qu'on connaissait pas nécessairement ou qu'on voyait pas souvent dans nos services qui venaient vers nous, en fait, pour nous en demander. Fait que c'était vraiment cool pour ça, d'ouvrir la conversation, en fait, là-dessus. Puis les réactions étaient positives, même si souvent les gens partaient pas nécessairement avec. Quand on en proposait sur la rue, euh, comme je disais, les gens étaient comme contents de savoir que ça existe, puis que l'option était là, puis que c'était une alternative aussi euh, rapide, on va dire, dans certains contextes. Euh, c'est ça. Par contre, une des difficultés, c'était par rapport aux questions qu'il fallait remplir au questionnaire. Des fois, c'était comme, euh, comment je dirais ça? Un peu compliqué, en fait, on va dire, poser ces questions-là quand t'es comme dans la rue, il y a plein de gens qui passent autour, ce genre de choses-là. C'est pas nécessairement un contexte qui est approprié pour ça. Tandis que si c'était déjà des gens qu'on connaissait, ben, on n'avait pas nécessairement besoin de poser des questions, puis qu'on savait déjà c'est quoi la réalité de la personne. Tu sais. Fait qu'il y avait comme tous ces enjeux-là qui sont venus se mélanger à tout ça. Merci. Alors, je passe la parole à Gilles. Alors, comment sont reçus les autotests par les communautés que vous desservez et si vous pouvez juste décrire les communautés que vous desservez aussi. Ça, c'est dans le fond, le réseau, ça se divise en différents programmes. Moi, je travaille principalement avec le programme Milieu, qui principalement répond aux besoins des hommes LGBT, donc gays, bisexuels, cis et trans. Sous l'ombrelle trans, évidemment, toute personne non binaire est bienvenue. Euh, Puis sinon, au programme TDS, donc travail du sexe, on voit beaucoup plus aussi de femmes trans que dans le programme Milieu. Puis vraiment par rapport à l'outil de l'autotest, on réalise que pour des personnes qui ont plus des besoins primaires, c'est un manquement au niveau des besoins primaires, c'est juste habitation, nourriture, des besoins primaires. Au programme TDS, notre population est plus précaire que dans le programme milieu. Euh, donc, on voit moins d'intérêt pour l'autotest parce qu'il y a des besoins primaires qui doivent être répondus. Notamment, on a aussi accès à des infirmiers et infirmières sur place qui viennent faire des dépistages. Donc, l'autotest devient un peu
moins utile dans ce moment-là. Par contre, il y a des personnes, des usagers et usagères, parce qu'on est un des seuls organismes aussi qui travaille avec les hommes, TDS, donc les hommes qui pratiquent le travail du sexe. Euh, Puis on voit donc il y a vraiment cette réponse-là. Puis on voit aussi beaucoup de personnes qui ont un intérêt, mais qui ont aussi besoin qu'on prenne un temps pour comme déconstruire c'est quoi cet outil-là, puis comment l'utiliser, puis la période fenêtre et tout. Quand il y a un moment qui peut être créé. Tu sais, par exemple, je me suis rendu quelques fois pour aller manger. Tu sais, l'espace souper, donc là, on peut en parler. Mais sinon, dans le premier milieu, de plus en plus de gens commencent à connaître l'outil. Je vois vraiment une différence entre mon entrée en poste et maintenant. Donc, des fois, les gens viennent juste en chercher et sont comme, ah oui, oui, je l'utilise, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Donc, les gens sont beaucoup plus familiers avec l'outil. Oui. Merci. Et maintenant, on passe la parole à Lukiga. C'est ça. Comment sont reçus les autotests par les communautés que vous desservez et si vous pouvez décrire ces communautés-là? Donc, les communautés que nous desservons prioritairement, ce sont les personnes issues de pays où le VIH est endémique. Là, on parle ici des pays de la Caraïbe, dont Haïti, et puis les pays de l'Afrique subsaharienne. Prioritairement, mais nos services sont ouverts à tous les Montréalais en général. Donc, quelle que soit la personne qui vient chercher des services, la personne est servie. OK? Donc, disons que le test est très bien accepté, très bien accepté, très bien accepté. Et puis, comme quoi, avec le nouveau programme, on arrive à le rendre disponible à toutes les populations quand même. Donc, il est très bien accepté. Le fait de dire aussi, alors, vous allez répondre à un questionnaire. Si vous ne voulez pas répondre aux questions, vous n'avez qu'à cocher cette partie où dit « je préfère ne pas répondre ». Mais on aura besoin pour le monitorage des 3 premiers caractères de votre code postal. Et puis, il faudra indiquer le nombre de tests qu'on vous a donné. On en donne en 2 à 5. Au cas où un test, ça ne fonctionne pas, vous avez déjà un deuxième test. Et si vous voulez le distribuer, le fait de dire que vous voulez le prendre pour vous ou bien vous voulez le prendre pour d'autres personnes pour qui vous pensez que ça puisse être utile. Donc, je l'ai essayé dans une ouvertement, les personnes acceptent femmes, hommes, jeunes, plusieurs orientations sexuelles, différentes orientations sexuelles. Et donc, le test est très bien accepté. Et puis, on reçoit des commentaires aussi, et puis des confidences à ce sujet. Donc, le produit est très bien accepté jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est très bien accepté. Ah, merci. Et Sandra, alors, comment sont reçus les autotests par les communautés que vous desservez? Donc, nous, on dessert les travailleurs du sexe partout sur l'île de Montréal. Donc, c'est très, très diversifié comme communauté. Et puis, on voit que c'est très diversifié aussi comme réponse donc aux autotests. Dans l'ensemble, c'est généralement positif. Même les personnes qui ne le veulent pas, c'est souvent une opportunité de conversation. Puisqu'on voit, c'est beaucoup des conversations qui partent de l'autotest puis qui mènent à ce que la personne décide d'aller voir l'infirmière pour faire un dépistage plus complet. Beaucoup de conversations plus pointues sur la période fenêtre, donc souvent la personne va venir très rapidement après un risque. Même peut-être l'infirmière lui a dit qu'il fallait qu'elle attende, puis elle est comme est-ce que je peux avoir des tests? Puis souvent la réponse est oui, on va lui donner les tests, on va lui expliquer bien la période fenêtre. Mais si pour elle, ça peut aider son anxiété de faire des tests plus fréquemment, pour nous, c'est très valide comme raison d'avoir des tests. Et puis, souvent, ce qu'on voit, c'est que les personnes ont quand même une appréhension par rapport à la manipulation du test. À plusieurs reprises, on s'est retrouvés à faire des démonstrations. Des fois, j'ai les doigts. On présente les vidéos qu'on a fait avec la coque, mais j'ai dû faire des versions live aussi parfois des personnes. Je pense que parce que c'est différent un peu, ça me rappelle comme avec le test COVID au début, là, le truc dans le nez et tout. Ça mettait les gens mal à l'aise, puis d'avoir une démonstration, ça pouvait aider aussi. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, on voit que tranquillement, puis à chaque fois qu'on fait ces interventions-là, mais on s'attend à ce que c'est fort probable que la personne, elle en parle à ses collègues et à d'autres personnes et qu'on bâtisse comme l'ensemble de notre connaissance. Donc, j'ai l'impression qu'on arrive bientôt à un point où, dans l'ensemble de la communauté, il y aura une meilleure compréhension des tests, une meilleure connaissance, puis qu'on aura moins de questions comme ça à répondre d'appréhension. Mais on voit aussi certaines personnes qui s'inquiètent des autotests, qui ont peur de comment ça va s'articuler dans leur milieu de travail, avec leurs clients, avec leurs patrons. Et l'autre chose qu'on voit beaucoup, les gens attendent avec impatience le combiné syphilis-VIH, étant donné les inquiétudes pour la syphilis dans notre communauté, puis le fait que
À ce moment-là, si quelqu'un peut faire syphilis VIH elle-même, elle a juste besoin de son clam gono avec l'infirmière et puis ça va changer réellement les pratiques de dépistage. Donc, on a ça aussi beaucoup comme réaction. C'est bien, mais j'attends le syphilis VIH pour l'intégrer dans ma pratique. C'est souvent ce qu'on entend. Excellent, merci à tous et à toutes. Alors maintenant, on va juste demander une petite question, particulièrement sur les commentaires particuliers, sur la manière de dialoguer avec les gens avant et après leur test. Alors, la première question, je vais poser, c'est quelles informations partagez-vous lorsque vous remettez un autotest? Alors, ça peut être lors d'un événement ou lors d'une intervention individuelle. Et je vais la poser en premier à Eva. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de décrire avec quelle communauté je travaille. Moi, je travaille majoritairement avec les personnes en situation d'itinérance ou les personnes utilisatrices, pardon, de drogue. Euh, donc, le travail de proximité, c'est d'aller rejoindre ces gens-là dans leur milieu de vie. Euh, donc, c'est ça. Les infos qu'on partage, idéalement, si on prend le temps avec la personne, si la personne prend le temps de rester avec nous, on a le temps de partager toutes ces choses-là. Mais des fois, les gens sont comme un peu pressés, ils veulent juste le ramasser. Tant qu'ils sachent comment ça se passe, en fait, comment le faire, ils sont bien contents avec ça des fois. Fait qu'on n'a pas toujours le temps de, de, de faire l'intervention qui vient avec, en fait. Fait que dans le fond, on commence tout le temps par expliquer comment l'utiliser, en fait. Même s'il y a le petit flyer, c'est toujours pertinent que quelqu'un l'explique. Euh, Pendant l'été, justement, on avait les trucs d'humidité, en fait. Puis nous, les gens, en fait, souvent, ils vivent dehors, ils n'ont pas nécessairement de toit sur la tête. Fait qu'on essaie de leur recommander de le faire à l'intérieur. Puis on en profite pour demander si jamais ils veulent nous accompagner dans les bureaux de spectre ou à un autre endroit quelconque où ils se sentiraient à l'aise, qui serait pas comme dehors, dans une rue ou quelque chose, dans un parc, tu sais, que c'est pas tout le temps nécessairement approprié pour ça, ni convivial non plus nécessairement. Après ça, on explique pourquoi on en distribue tout le temps plus qu'un. En général, les gens prennent juste deux, puis ils se disent qu'ils vont revenir nous voir pour en ramasser plus. C'est rare qu'on a distribué plus que ça à la fois à la même personne. Euh, Sinon, on se rend tout le temps disponible pour un suivi si jamais le résultat est positif, même si le résultat est négatif. En fait, si la personne veut revenir pour parler de tout ça, on garde la porte ouverte euh, à garder contact. Euh, Puis aussi, on recommande en fait, parce que moi je suis dans le village à Montréal, fait qu'on a comme toutes sortes de cliniques autour, puis nous on a des liens avec certaines de ces cliniques-là. Fait qu'on recommande aussi à la personne, si jamais il y a quelque chose, puis que tu ne peux pas nécessairement revenir voir l'intervenant, que tu vas aller directement à une clinique, puis que tu n'as pas nécessairement de médecin de famille ou quoi que ce soit, on recommande en fait certaines places à aller voir qui sont spécialisées en fait en ITSS, VIH et toutes ces choses. Euh, pour justement aller valider si jamais le résultat est positif, en fait. Puis on en profite aussi pour sensibiliser aux autres ITSS, en fait, parce que si tu prends les autotests, c'est qu'il y a comme un certain care par rapport à ça qui se fait, donc de profiter du momentum pour recommander aux gens d'aller se faire dépister tout court, puis de pas juste faire l'autotest. Euh, c'est ça, puis idéalement aussi, si on a le temps, si la personne est intéressée, ben là, on parle de VIH en général, on donne d'autres informations par rapport à tout ça. Excellent, merci. Et maintenant, Luc Edgar, alors c'est quelles informations partagez-vous lorsque vous remettez un autotest? Bon, quand je remets l'autotest, d'abord, pourquoi on fait les autotests? C'est parce que pour les personnes qui ne veulent pas fréquenter quand même, les institutions dont l'accès est limité et tout ça, donc vous avez l'occasion quand même par vous-même d'avoir les résultats. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'aussi qu'on dessert les personnes utilisatrices de drogues injectables et par inhalation, mais pour les autotests, je ne les ai pas essayés avec les autres, parce que je pense, ça prend beaucoup plus de temps d'après moi qu'on voit pour introduire le produit. Donc, ce qu'on fait, on a d'abord ici, vous voyez, je ne sais pas, si vous voyez ici, ça, c'est une petite affiche maison qu'on a fait affiche maison qu'on a fait pour le autotest là, pour les communautés LGBTQ. Et souvent, on a fait une aussi pour la population générale. OK? Et pour faire la promotion, pour dire que le test existe, que vous pouvez faire le test vous-même
Et puis quand même, et puis demandez-le à Gabi. Donc, on a diverses versions, on a 4 versions. OK? Ça, c'est pour la population en général. Donc, ça. Ensuite, donc, le slogan I égale I est quand même est partagé là. OK? On dit I égale I, là, on veut quand même que Montréal soit une ville sans sida. Donc, si vous voulez, si vous le voulez, vous pouvez y contribuer. Donc, on dit que quand on reçoit le traitement, le traitement fait aussi partie de la prévention. Donc, c'est la raison pour laquelle dans les pays quand même où la prévalence du VIH est très élevée, donc le fait d'introduire le traitement, l'incidence a beaucoup chuté. Donc, on voit que le traitement fait partie de la prévention. Donc, il faut faire des tests pour savoir qui doit recevoir l'autotest. Et puis, encore au Canada, il y a des 14 personnes sur 100 qui sont infectées ne savent pas encore et qu'ils le sont. Donc, il faut faire des autotests, d'autant plus que nous avons des outils qui sont très efficaces et on présente, on jase. Et puis maintenant, on s'en vient au produit. On présente le dépliant de la coque-sida. Le dépliant de la coque-sida, très simple, un dépliant qui est très simple, non seulement qui présente le produit, OK, qui présente le produit, OK, et en même temps qu'il y a un code QR, OK, qui nous conduit, quand on scanne le code QR, ça nous conduit vers un lien YouTube qui montre la démonstration quand même de l'autotest faite par Sandra, je crois. Et puis quand même, et puis on peut voir une démonstration. Donc on dit, si vous voulez voir comment ça se fait, OK, en moins de 5 minutes, vous savez, vous pouvez regarder la vidéo 3, 4 fois, 4 fois, 5 fois, OK, et puis vous pouvez voir comment ça se fait. Et on présente aussi la trousse, on présente le contenu de la trousse. Donc, c'est ça. Et la personne, ils ont droit en 2 à 5 trousses. Donc, s'il y a quelque chose, et puis on dit aussi, on donne une idée des résultats, comment ça se présente. Ça se présente ici, OK, on dit voici les résultats que vous pouvez avoir. OK, un résultat positif, comment ça va être, un résultat indéterminé et un résultat qui est négatif, comment ça va se présenter. On distribue aussi, parce que Cathy a beaucoup travaillé pour ça, on distribue aussi le dépliant de Cathy, OK, qui est bilingue aussi, OK, qui est un petit peu plus étoffé, mais qui a quand même le privilège d'être bilingue. Donc, alors ça, c'est une partie des documents il y a d'autres documents qu'on va présenter par la suite parce que les questions vont venir. Okay? Donc, à partir de ce moment, ça permet quand même de démystifier quand même l'utilisation. Okay? On dit que c'est comme si vous faites un test du diabète ou bien vous faites un test de la COVID, mais c'est quand même, il y a des différences. Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une autre question par rapport à l'utilisation de la trousse. Alors, la question, je vais commencer avec Sandra, c'est quel genre d'intervention faites-vous après un test? Et si vous pouvez donner aussi des exemples de ce que vous diriez à un ou une cliente après l'obtention des résultats. C'est sûr que ça dépend beaucoup de quelle intervention a été faite avant, puis le lien qu'on a avec la personne. C'est important de mentionner qu'on n'a aucune attente à ce que la personne nous revienne avec le résultat, qu'elle nous revienne. Donc, ça fait vraiment partie de notre approche là, de base. Donc, on ne va jamais poser des questions à quelqu'un et puis ton résultat, c'était quoi? Donc, on attend que la personne vienne vers nous pour ça. Puis, ce qui est important, en fait, c'est que le, le lien vers des traitements, vers des médecins est tout aussi complexe que ce soit un autotest ou un test avec l'infirmière. Ça amène toutes les questions. Pour les travailleuses du sexe, c'est beaucoup de l'anxiété sur la divulgation aux partenaires potentiels qui peuvent souvent être des clients et que ça amène toutes sortes de questions à se poser qui peuvent aussi être d'autres personnes dans nos vies personnelles. Donc, c'est des personnes souvent qui ne sont pas éduquées déjà vers le VIH, que ça peut être un risque de violence.
Ça peut être toutes sortes de risques. On voit aussi évidemment souvent des personnes qui viennent chercher des autotests dans un contexte d'agression sexuelle. Donc, évidemment, quand c'est suite à une agression sexuelle ou dans une situation de violence, eh bien, ça va engendrer une intervention plus focusée sur les besoins de la personne à ce moment-là que sur la suite. Et puis, évidemment, donc, ce que ça nous donne l'opportunité de faire dans un cas d'un test positif, c'est que la personne prenne le temps de s'éduquer, de se préparer avant d'aller parler au réseau de la santé. Donc, si elle est migrante, si elle a d'autres situations dans sa vie, si elle n'a pas sa carte de RAMQ, si elle ne sait pas trop à quelle clinique faire confiance, si elle comprend que maintenant elle va avoir besoin à long terme d'un suivi médical, eh bien, on va prendre le temps avec elle de lui donner toutes les options et qu'elle choisisse, versus quand elle fait directement avec l'infirmière, disons, dans notre clinique, mais c'est l'infirmière CIDEP qui va la référer à où elle réfère des patients et donc ça donne un peu plus de choix aussi à la personne. Puis souvent aussi, mais un résultat négatif, ça va entraîner d'autres conversations sur toutes sortes de choses qui peuvent être de l'anxiété que la personne elle vit, que ça peut être le reste de son dépistage aussi qui peut l'inquiéter. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir la même approche qu'on a pour tout, qui est l'approche non directive, d'aller avec la personne selon ses besoins à elle, et aussi d'accepter que c'est possible que quelqu'un ait un résultat positif puis décide de ne pas prendre action tout de suite, décide de ne pas aller chez le médecin, décide de ne pas faire de suivi et qu'on puisse soutenir cette personne-là, la faire se sentir bien là-dedans, lui donner de l'information, notamment sur I égale I. Et puis, on sait qu'on a des personnes dans notre communauté qui savent à long terme qu'elles sont positives, mais qui ne vont pas chercher des soins. Et puis, donc, l'autotest, c'est sûr que ça peut amener plus de personnes comme ça vers au moins d'avoir des liens avec nous. Merci. Maintenant, je vais poser la question à Gilles. Quel genre d'intervention faites-vous après un test? Et de donner des exemples de ce que vous diriez à un client ou une cliente. Ben, spécifiquement pour la communauté qu'on dessert, les communautés qu'on dessert, on s'assure avant le test surtout que la personne ne prenne pas la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition. Je pense pas que je vais utiliser 2 minutes à bon escient. Donc, c'est ça. On s'assure que la personne ne prenne pas la PrEP parce que c'est encore un peu à tâtons, mais on voit que les personnes qui prennent la PrEP, le résultat n'apparaît pas en fait dans le petit, il reste blanc. Donc, il n'y a pas de points qui apparaissent. Pour le moment, c'est arrivé pour quand même plusieurs personnes à répétition. C'est pas encore déterminé. Donc, dans tous les cas, une personne au Québec qui serait prescrite à la PrEP a un suivi dépistage aux 3 mois. Puis, donc, on s'assure, des fois, les personnes veulent faire un test, vont rapidement, prennent le test. Surtout dans les locaux, dans le local TDS, par exemple, ils sont à disposition libre. Comme je disais plus tôt, comme cette population-là a plutôt des besoins, des manquements aux besoins primaires, on laisse vraiment libre accès, un peu comme Sandra disait, notre population TDS, c'est pas nécessairement le premier besoin. Donc, puis après, ben, on s'assure de la période fenêtre tout le temps, parce que c'est arrivé des fois des gens qui disent, ah ben, non, ça fait 3 mois, mais finalement, la prise de risque qui les inquiétait, ça fait 2 semaines, ou même, ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui avait aucune idée de la période fenêtre. Donc, c'était la PPE dont la personne avait besoin et non de réaliser un test. C'était pas. Fait que vraiment nous, il y a toute la conversation avant, après, mais des fois, la personne, on y va au rythme de la personne. Vraiment une approche globale, holistique. Merci. Ça, on va juste demander à tout le panel juste des observations que vous avez faites depuis le début de la discussion des autotests. Alors, je vais commencer avec Sandra. S'il y a des observations intéressantes depuis le début que vous avez à faire. Mais je pense une chose qu'on ne parle pas souvent parce que quand on parle des autotests, on parle des personnes négatives et qui sont à risque, mais c'est sûr qu'on voit un impact sur les personnes qui vivent avec le VIH, qui elles aussi réagissent à la présence des autotests, que ça peut être positif, ça peut être neutre, ça peut être négatif, puis que ça amène des conversations aussi sur les PV-VIH dans notre communauté. Puis on espère que ça peut contribuer à réduire le stigma, à éduquer des personnes sur les réalités des travailleuses du sexe qui vivent avec le VIH, parce qu'il y a évidemment beaucoup de stigma à l'intérieur de notre industrie. Donc, c'est une des choses qu'on voit émerger, là, que les PV-VIH qui viennent vont se sentir des fois à l'aise de parler plus de VIH parce qu'elles voient les autotests qui sont visibles et qu'entre les travailleuses du sexe,
contexte, des conversations vont émerger. Donc, ça, c'est une des choses super qu'on a observées. Merci. Et Gilles, si tu as des observations clés que vous avez faites chez Réseau depuis le début de la distribution des autotests. Ben, moi aussi, je trouve que ça mène justement plus d'ouverture à parler justement de tout ce qui entoure le VIH. Puis, quand on fait les blitz, tu sais, je l'explique plutôt là, on appelle ça le blitz, notre petite invention. On va en distribuer en grosse équipe dans les bars et tout. Je trouve ça vraiment surprenant comment les gens, des fois, sont comme, bah non, ben moi, je le connais, mon statut, je suis positif depuis 20 ans. Puis, tu sais, dans, j'ai vraiment l'impression que ça ouvre vraiment cet espace-là, puis que euh, ouais, dans tous mes accompagnements, on peut vraiment comme renforcer le, tu sais, I égale I, puis le plus tôt, tu sais, c'est vraiment un moyen de prendre soin de soi, de connaître son statut. On est en 2023, on est comme très bien équipé pour, peu importe tu sais, le résultat, pour comme soutenir, puis, tu sais, bon, je le dis pas comme ça en 2 minutes, mais tu sais, d'avoir une intervention quand même. Ouais, je pense que l'autotest peut vraiment amener des conversations importantes, puis de la bienveillance aussi. Comme des personnes m'ont partagé avoir eu des moments euh, tu sais, de connexion avec des partenaires ou des, euh, des amis avec qui ils ont de la sexualité. Que ça peut être un moment qui est un moment de confiance, de faire un autotest ensemble avant de commencer à euh, ne plus utiliser le condom, par exemple, avec un partenaire régulier. Donc, ça, en respectant la période fenêtre et tout. Donc, ouais, je pense que ça peut amener vraiment de la déstigmatisation, de l'éducation, puis voilà. Ouais. Je passe la parole à Eva, alors des observations clés que vous avez faites depuis le début de la distribution. Ben, je ne vais pas réinventer la roue, là. C'est pas mal les mêmes affaires que Sandra puis Jules l'ont dit de mon bord aussi. Euh, c'est le fun parce que c'est un outil concret, en fait, pour ouvrir la communication, à parler de VIH en général, à déstigmatiser justement que c'est ça, à en parler plus largement, en fait. Là, c'était super bon ce que vous avez dit, puis c'était pas mal ça. Fait que je vais rien rajouter, je pense, comme ça. Merci. Et finalement, à Lukigar, les observations clés depuis le Bon, début de la distribution. observation clé, c'est que il y a il y a beaucoup d'ignorance jusqu'à présent sur tous les outils de prévention qui existent. Beaucoup, il s'agit, même quand la personne vous dit, ah, je travaille dans le milieu de la santé, je sais tout ça, monsieur. Est-ce que vous savez quand même quand est-ce qu'on va mettre fin à la pandémie, quand est-ce qu'on prévoit quand même l'estimation qu'on a? Non, la personne n'a aucune information sur ça. Quand on parle des nouvelles technologies de la prévention, la PrEP, la PEP, là, c'est pas connu. OK? Donc ensuite, le produit, le produit en lui-même aussi, il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Disons que euh, euh, et, euh, et Rich Nexus a fait beaucoup d'efforts, Cathy Lacoque a fait beaucoup d'efforts, OK, pour faire la promotion quand même de cette distribution de tous. Mais jusqu'à présent, le produit n'est pas connu et la promotion, les outils promotionnels donnés par Rich Nexus, OK, ne rejoignent pas nos communautés. C'est la raison pour laquelle on a dû adapter les messages pour rendre le message accessible à nos communautés. Ça n'arrive pas dans nos communautés. Donc, à partir de ce moment, il y a un travail à faire par les organismes pour rendre l'information disponible aux communautés qu'ils desservent. Parce que le produit n'est pas connu. Le produit n'est pas connu. Et puis, comme il est laissé aux organismes seulement de faire la promotion, on ne va jamais voir quand même dans le métro ou bien une grosse affiche là, sur un bus de la STM, OK? Donc, quelque chose sur les autotests. Donc, c'est pratiquement nous autres qui portons le message seul. OK? On ne voit aucune autorité publique quand même se porter en avant de scène pour dire que il y a un test, l'autotest pour ceux qui désirent le faire.
et tout ça. Et puis, l'autre observation, et la dernière observation, c'est que le corridor de service après les autotests, advenant que le test est positif, n'est pas bien défini. Parce que nous autres, nous avons un corridor de service bien défini pour les personnes qui ont un test positif, un cas positif avéré, mais pas par un autotest. Donc, si on n'a pas un test fait dans un laboratoire, OK, on ne peut pas conduire la personne dans notre corridor de service qui est bien dessiné là, soit avec le CUSUM, soit avec le CHUM, mais il faut avoir un test fait dans un laboratoire et non pas avec un autotest. Donc, ce sont les principales observations que je fais. Merci beaucoup. Et merci à vous tous et toutes pour votre travail incroyable dans ce milieu. Vraiment, on est super contente que vous pouvez nous rejoindre aujourd'hui et pour avoir partagé vos réflexions, vos aperçus par rapport à la discussion et aux interventions des autotests. Je sais qu'il y avait quelques questions qui ont déjà été posées dans la boîte de Clavardage. Oui, ben, il y a quelqu'un qui a demandé si vous avez déjà eu affaire à des faux positifs. Pas de notre côté. On a beaucoup de tests invalides, par contre. On voit que c'est assez facile de faire des erreurs de manipulation, de prendre trop de temps, de ne pas avoir la bonne goutte. Donc, ça, c'est fréquent, mais des faux positifs, nous, pour l'instant, on n'en a pas vu aucun. Je disais, nous non plus, on n'a pas eu de faux positifs à ma connaissance, mais on a eu beaucoup aussi de tests invalides qui n'ont pas marché. Pour quelle raison, on n'est pas trop sûr, mais bon. Merci Eva, j'allais juste dire qu'il y a le CBRC qui était en Colombie-Britannique, mais il avait fait une distribution pendant le Pride de Toronto, puis c'est avec l'humidité à l'extérieur, tu sais, le Reach avait parti un slogan, It's hot outside, test inside, justement parce que c'était tellement humide, c'était pas si chaud nécessairement, mais c'était tellement humide dehors qu'ils ont eu 4 faux positifs de suite. Donc, je pense que ça peut arriver, mais la température, les tests sont très sensibles à la température, donc c'est important de respecter la fenêtre. Oui, je te vois. Ben, c'est ça. Ben, comme j'avais dit plutôt, on distribue aussi dans les saunas. Puis, ben, des fois, ça arrive que les gens, même si c'est nommé, je le nomme à chaque fois. Tu sais, vraiment, c'est important de ne pas réaliser le test ici pour multiples raisons. Par exemple, si advient que le test soit positif, est-ce que c'est en ce moment euh, dans un endroit d'homosocialisation, de nudité, de sexualité que tu aimerais apprendre, tu sais. Mais je t'invite, tu sais, puis à chaque fois, je suis comme, je vous invite, je t'invite à venir au bureau. On peut prendre jusqu'à 1 heure dans un petit local, puis ça arrive quand même que des gens, je les vois sur un petit fauteuil dans un coin en train d'essayer de réaliser leur autotest, puis finalement, mais non. Tu sais, à chaque fois, je regarde, oh, il le met dans son casier, c'est correct. Oh, il le met dans son sac à dos, c'est bon. Oh, il s'en va à la maison. Mais j'ai toujours un peu cette peur-là, cette crainte que quelqu'un va aller dans son coin, va réaliser son autotest, puis avoir un faux positif. Parce que c'est un endroit humide, c'est un sauna, tu sais. Puis ça m'est arrivé donc une fois vraiment de voir un homme aller réaliser son petit test. Puis il y a aussi de la consommation sur ces lieux-là. Fait que même si c'est précisé à chaque fois, les gens peuvent être sous consommation puis être comme ouais, je vais le faire quand même. Donc, vraiment de s'assurer, moi. Des fois, je fais le tour à l'étage, puis je suis comme bon. Mais j'ai mon chandail d'intervenant, puis je suis comme bon, ça va, vous êtes bien. Okay. J'essaie d'être discret aussi pour ne pas être intrusif. C'est très particulier quand même. Ouais. Merci, Gilles. Ouais, ouais. Disons que moi, en été, je ne distribue pas les tests à l'extérieur à cause des problèmes de changement de température. Et ça, il faut garantir la qualité du produit. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question au sujet d'Haïti. Justement, ça ne peut pas se distribuer à l'extérieur. OK? Donc, il faut le faire dans un milieu où la température quand même respecte quand même les normes de qualité. Bon, pour la recherche de partenariat, ça, c'est à un autre niveau. Parce que déjà là, à Montréal, c'est une subvention, au Canada, c'est une subvention qui a permis la distribution gratuite, là. Donc, je pense que chaque trousse coûte environ 35 dollars, c'est ça? L'unité, 35 dollars canadiens. Donc, c'est ça. Donc, 35 dollars canadiens. Donc, c'est le gouvernement canadien qui a donné 8 millions de dollars ici pour acheter des autotests pour faire cette distribution massive de autotests. Donc,
pour chercher un partenariat, il faudrait chercher quand même, c'est un autre niveau. Je ne pense pas que les participants ici pourront répondre à cette question. C'est un autre niveau qu'il faudrait quand même chercher ce partenariat. Parce qu'il y a une question de sous. Disons qu'on se demande pendant combien de temps qu'on pourra garder le test gratuit. Je ne sais pas si dans tous les pays, par exemple en Europe, s'ils le font gratuit, mais c'est sûr et certain, s'il y a un organisme subventionnaire en Haïti qui assure quand même le financement, ils pourront le faire dans un cadre sécurisé. Ici, nous recommandons tout le temps quand même, si on peut offrir un espace pour ceux qui veulent faire le test sur place. Donc, ça a toujours été recommandé, mais c'est pas évident. Il faut disposer l'espace pour ça. Il faut disposer aussi le personnel advenant qu'il y a un problème qui se pose ou bien la personne a besoin d'aide pour que la personne puisse intervenir. C'est que, regarde, là, il restait une question dans le chat qui a été répondue partiellement. On demandait le nombre de tests distribués jusqu'à maintenant. On a partagé, mon collègue Tanguy a partagé qu'il y a 40 000 tests environ qui ont été distribués au Canada. Jules a partagé qu'il y avait à peu près 2500 tests chez Réseau qui ont été distribués. Je ne sais pas si les autres, vous avez une idée Non, du nous autres, nombre. c'est environ 700 tests. Oui, c'est vrai, tu avais répondu aussi, Oui, pardon. environ 700 tests, 700 autotests, mais étant donné qu'il y a quelqu'un qui doit s'en occuper à temps plein, on ne veut pas. On veut lui laisser du travail. Il faut qu'on puisse s'en occuper sous une base régulière. Mhm. Ouais. Merci. Eva, chez Spec de rue, avez-vous une idée de combien vous en avez distribué? Personnellement, j'en ai aucune idée. J'aimerais ça le savoir. Je pense que c'est pas moi qui ai accès à voir les statistiques par rapport à ça. Fait que, à voir. Oui, Moi, Sandra. moi, j'ai pas les chiffres non plus exactement. Puis c'est une des choses aussi de notre côté. Donc, notamment, de notre côté, on refuse de remplir des questionnaires sur les personnes à qui on donne les tests parce que on considère que c'est très problématique et que ça va à l'encontre de la raison d'être d'une intervention d'autotest dans notre communauté. Donc, on essaye vraiment de ne pas collecter de l'information et de garder au minimum, comme on le fait pour l'analoxone, comme on le fait pour d'autres choses, parce que ça viendrait vraiment ruiner l'intervention. Donc, on n'a pas beaucoup de données, mais si j'avais à estimer, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins que Réseau et même moins que Gavi, c'est dans des chiffres plus petits, mais j'ai pas le chiffre. Si oui, Jules. Moi, je pense que c'est vraiment pas la quantité, mais c'est vraiment la qualité. Parce Mm. que, tu sais, quand on fait des blitz, par exemple, dans le village, pendant on distribue dans un bar, moi, je suis quand même critique à. Je pense qu'il y a une utilité que les gens qui aient accès à ça dans la pharmacie de la salle de bain pour certaines clientèles, c'est qu'ils peuvent toujours y avoir accès. Mais c'est vraiment la qualité des interventions. Puis moi, je dirais, j'ai comme des petites pépites depuis que j'ai pris ce poste d'intervention qui, genre, ça m'a tellement touché de penser que, tu sais, l'autotest, c'est un outil. Puis, c'est un outil qui est allié à une personne. Tu sais, toi, en tant qu'intervenant, intervenant, ce qu'on peut offrir, c'est vraiment comme, c'est ça qui vaut, tu sais, parce qu'aller faire un dépistage, ça pourrait être accessible. Mais ce qui le rend pas accessible, c'est qu'il y a besoin aussi de cet outil-là d'intervenant, tu sais, pour certaines personnes. Pour d'autres, tu sais, de l'avoir, de le prendre, le matériel, puis de le mettre dans la salle de bain, ça se fait. Mais tu sais, je suis sûr que vous faites tous votre travail d'intervenant, intervenante hyper bien, parce que vous aviez tous des discours vraiment réfléchis. Puis, tu sais, je pense aussi que ça fait du sens, ce que tu rapportes, là, Sandra, avec la population, par exemple. Puis aussi, comme, tu sais, tout le monde a des techniques vraiment diversifiées, là, ce que je trouve vraiment cool, comme Luc Edgar dans les cantines, dans les salons de coiffeurs, c'est full pertinent. Tu sais, nous, on n'aurait pas ces accès-là. Puis pour les populations aussi, tu sais, qui consomment ou en situation d'itinérance, tu sais, d'avoir cet outil-là. Mais ouais, moi, je pense qu'il y a des interventions. Pardon, peut-être que je suis trop lent. Est-ce que je suis trop lent? OK, Oui. mais j'ai eu quelques interventions avec des gens qui s'étaient pas fait dépister depuis comme 7 à 10 ans, à 12 ans, vraiment parce qu'il manquait le côté clinique, la rapidité du côté médical. Tu sais, on va faire un test, une prise de sang, on va en clinique, pendant une semaine, tu es stressé.
Là, tu sais, c'est comme faire une grosse démarche. Genre, ce matin, je me décide, je vais aller me faire dépister. La personne se présente au bureau. Puis si j'ai un rendez-vous plus tard, je le cancelle. Genre, c'est ma priorité. Si ça fait 10 ans que la personne ne s'est pas fait dépister, je vais prendre 1 heure avec la personne, pas de problème. On va se poser, c'est vraiment prendre le temps. Puis si c'est pas la journée même que la personne se fait dépister, c'est pas grave. J'ai pas de pression, je vais pas tordre le bras à personne pour se faire dépister. C'est son autonomie, son choix. Puis si la personne revient dans 2 semaines, j'ai beaucoup plus de chances que la personne, tu sais, prenne ces petites étapes à petites étapes que finalement, genre la personne peut se poser puis prendre soin de soi. Ouais. Voilà, c'est tout. Merci. Quel conseil utile donneriez-vous aux prestataires de services qui distribuent l'autotest VIH dans leur communauté? Alors, c'est quoi un conseil qui pourrait offrir du support aux prestataires de services? Et je commencerai avec Luc Edgar, s'il vous plaît. Pour moi, il faut essayer quand même, il faut présenter le produit et puis voir dans la réalité, sur le terrain, comment il est accepté. Parce qu'on ne peut pas dire à l'avance qu'il ne sera pas accepté. Moi, j'ai été vraiment surpris. Par exemple, dans les communautés, qu'on peut dire, communautés noires, ok, c'est bien accepté comme le condom. C'est bien accepté. C'est bien accepté. Et je l'ai fait dans des endroits publics, pas dans des activités en 1 à 1. OK? Donc, c'est bien accepté. C'est bien accepté. Bon, idéalement, si vous pouvez avoir un espace dans votre organisme pour que vous pouvez offrir quand même à la personne qui veut faire le test pour qu'il puisse le faire, ce sera l'idéal. Mais il faut encore avoir les autres tests disponibles. Les autres ITSS, ça doit être disponible parce que je pense que c'est gagnant. Jusqu'à présent, il y a une grande stigmatisation sur le VIH. Donc, c'est une maladie de vieux, c'est une maladie quand même. Non, non, mais il faut que les autres tests aussi soient disponibles. Ça peut être la porte d'entrée pour faire les autres tests aussi. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à Gilles. Alors, un conseil que vous donneriez aux prestataires de services? Ben, quelque chose que j'ai constaté par rapport au test invalide, puisque on parlait de ça la seconde d'avant. Moi, j'invite vraiment les participants les personnes qui viennent utiliser un autotest dans le bureau, à vraiment se frotter les mains en se levant debout, puis en frottant les mains pour que les bras, les gouttes de sang, vraiment, je veux, puis je le dis, tu sais, aux personnes, je veux voir tes veines sur les mains, parce que ça m'a vraiment économisé beaucoup d'autotests. Je vois vraiment la différence entre la goutte de sang, là, une micro-goutte de sang qui prend 5 minutes à tomber. Si la personne frotte ses mains comme ça, les bras pliés, comme on aurait l'habitude de le faire, à peine, puis je demande à la personne, est-ce que tes mains sont brûlantes? Non. Mais genre, fait que vraiment, première étape, on se lave les mains. Deuxième étape, on part un petit feu, mais vraiment comme, je veux voir les veines sur les mains. Parce que ça fait que le test, il se réalise beaucoup mieux, comme il y a une grosse goutte de sang qui va tomber, puis je pense que la quantité de sang elle a comme été particulièrement calculée au début. C'est comme ma supposition, donc d'être consciencieux à comme on veut une belle goutte de sang qui tombe, puis pas frotter, tu sais, une micro-goutte sur le côté, évidemment, puisque là, le test est invalide. Mais encore une fois, moi, c'est le conseil juste de comme santé globale, puis ben, vous le faites tous, de ne pas pousser les gens à réaliser le test, mais plutôt d'encourager comme une démarche de prendre soin de soi, puis si on encourage, ben, d'assurer le corridor de service par la suite, puis tout le support. Puis c'est ça. Peut-être consciencieux aussi que pour certaines personnes, ben, peut-être ça va prendre 1 heure. C'est correct. C'est comme ça que ça se fait, puis il n'y a pas de... Ouais. Voilà. Merci pour la petite démonstration, c'est super pratique. On apprécie. Eva, alors, un conseil aux prestataires de services par rapport aux autotests? Ben, de un, de pas hésiter à ouvrir la conversation, en fait, de pas hésiter à en parler, puis, tu sais, pas de le pousser nécessairement tant que juste de faire savoir que c'est là. Aussi de valoriser, en fait, d'avoir différents modes de distribution parce que nous, il a fallu qu'on adapte parce qu'on s'est rendu compte qu'en Twitch, c'était peut-être pas ça qui était le plus adapté ou qui fonctionnait le mieux, en fait. Fait que si c'est quelque chose qui est dans les réalités de votre organisme ou de votre offre de service, de mettre ça de l'avant. Puis aussi, en lien avec notre expérience, là, vraiment de former toute l'équipe, en fait. Parce que nous, à la base, c'est seulement l'équipe de proximité qui était
qui étaient en fait formés, qui avaient suivi le panel l'année passée, toutes ces choses-là, qui savaient comment le faire. Fait vraiment que ça soit quelque chose comme d'organisationnel plus qu'une équipe de travail spécifique qui soit au courant de comment ça fonctionne. Vraiment faire quelque chose de global, puis pour que tout le monde se sente à l'aise de venir en chercher si jamais ils en veulent. Puis, pourquoi les coudes dépliés? Parce que si les gens, ils ont les mains comme ça, tu sais, on va comme avoir les mains par en haut, comme le sein vient pas, tu sais, comme quand tu mets tes mains en l'air, puis Ouais. tes mains sont froides, puis tu les mets par en bas, puis là, tout le sang vient pomper dans tes mains. Évidemment, en fait, on frotte les mains vraiment, vraiment fort, mais tu sais, par en bas. Fait que moi, je suggère de se lever, parce que on est plus à l'aise, puis après, de vraiment venir frotter le doigt, puis moi, je dis jusqu'à ce que tu sentes ton cœur pomper dans ton doigt. Puis oui, ça peut être long, là. Des fois, je fais comme, OK, on va faire 2 minutes. OK, cool. Merci, c'est tout. C'est autre chose, là, c'est bien quand même. Sandra, un conseil pour ceux dans le Oui, mais soir. avant mon conseil, je vais ajouter à la conversation sur les mains qui frottent qu'il ne faut pas exagérer non plus. Quand on a filmé le vidéo sur les autotests, avant de commencer, tu sais, on se préparait, ils installaient tout, ils faisaient tout là. Et moi, pendant tout ce temps-là, je frottais, je frottais, je frottais. Donc, si vous regardez la vidéo, vous allez voir, j'ai un band-aid sur un doigt. C'est parce que la première tentative, il y avait du sang partout. C'était ridicule. Il y a un juste milieu d'aller chercher une bonne goutte. Maintenant, pour mon conseil, mais je pense que c'est vraiment de puiser dans nos compétences d'intervention qu'on a déjà. C'est hyper intimidant, je pense, pour beaucoup d'intervenants, l'autotest. C'est ce que je vois dans mon équipe, puis ailleurs aussi, on a l'impression que c'est comme toute une nouvelle intervention. Mais quand on a déjà une approche non directive, quand on sait déjà accompagner les personnes, qu'on comprend déjà les notions d'empowerment, c'est pas différent, c'est la même chose. Donc, de vraiment puiser là-dedans, de trouver la confiance que je sais que tous les intervenants communautaires en VIH au Québec sont capables de gérer une situation imprévue avec beaucoup de compétences. Donc, c'est la même chose. Puis l'autre chose, eh bien, c'est de penser à tous nos discours positifs dans nos organismes, de promouvoir I égale I, mais aussi de promouvoir le bien-être, la santé des PVVIH pour que un résultat positif soit dans une atmosphère où les gens ont déjà entendu des messages comme quoi c'est pas la fin du monde d'avoir un résultat positif, se sentent déjà soutenus à l'avance, ont déjà entendu des choses contre le stigma. Donc, on part pas de zéro avec un test positif, mais qu'en même temps, on garde en tête la criminalisation, les vrais obstacles, et puis qu'on les inclut aussi dans l'information qu'on donne aux personnes. Donc, merci vraiment à vous tous. Vraiment des bons mots pour conclure le webinaire aujourd'hui. C'était vraiment une excellente discussion. On touche déjà à notre fin. Alors, c'est ça. Au nom de Cathy, mais aussi avec de quotidien, on a travaillé super proche pour ce webinaire, puis c'était vraiment un plaisir de travailler avec Martine. On voulait vraiment vous remercier à vous quatre, les conférenciers, vous étiez incroyables et vraiment avez partager des informations super pertinentes et importantes. Alors, à Eva, Le Kilgore, Sandra et Gilles, merci. Merci pour le travail que vous faites dans vos communautés et aux clients que vous desservez. C'est super important. Merci également à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette formation. On espère que ça a été utile, que vous partiez d'ici avec de nouveaux apprentissages. Alors, juste pour que vous sachiez qu'un enregistrement sera disponible bientôt sur le site web de Cathy et le site web de la Coxida. Et nous vous enverrons aussi un formulaire d'évaluation avec les ressources dont on a parlé. Alors, Martine a mis son courriel dans le chat. Si vous voulez partager des ressources que vous avez faites par rapport aux autotests pour vos communautés et vous êtes correct de les partager avec ceux qui ont été ici aujourd'hui, ça serait super. Vous pouvez les envoyer à Martine. Et Martine, je te laisse la parole si tu as des derniers mots de fin.
Oui. Mais je seconde tout ce que tu as dit. Merci beaucoup. C'était super intéressant, toujours enrichissant. Aussi pour les personnes qui étaient là en janvier, on avait fait une formation. C'était les mêmes 4 panélistes, donc c'est les mêmes 4 organismes. Donc c'est intéressant de voir l'évolution à travers le temps. Puis ben merci beaucoup Zoé à toi et à Katie d'avoir assuré l'animation. Puis c'est un plaisir partagé pour travailler ensemble pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc vous allez recevoir un courriel avec plein de ressources. Sont toutes bonnes, en espérant qu'il y en ait qui répondent à vos besoins. En cas de doute, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rediriger vers la bonne personne qui va pouvoir répondre à vos questions si c'est pas moi directement. Donc, ben, merci beaucoup. Oui. Mais on n'a pas fait feu à tout seigneur, tout honneur. Il faut vous remercier là. Vous avez fait des efforts là. La Coxida, avec ça, avec le code QR et tout ça, et puis Cathy. OK, c'est très important là parce que vous faites beaucoup d'efforts pour faire la formation. Donc, il faut le souligner là. C'est Oui, bien gentil. absolument, je suis tout à fait d'accord. Puis ces dossiers-là d'autotest, puis d'autres choses qu'on voit, ça démontre vraiment l'importance de collaborer entre nous, entre organismes, d'avoir des regroupements, d'avoir des services comme Katie puis la COC, parce que si on devait faire ça tout seul, chacun dans notre coin, on serait très loin là, d'être en train de distribuer des tests, je pense. Ouais. Ah oui, très bien. Exactement. On n'est pas seul. Merci. Oui, on travaille mieux quand on travaille ensemble. Alors, merci vraiment pour tout le monde d'être ici, puis la collaboration qui s'est passée aujourd'hui aussi, c'était vraiment super. Alors, ouais, merci, à bientôt et bonne journée. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bye. Bye. Merci.